une personne formidable, une personne de cœur, une personne de valeur, qui a énormément progressé, mais surtout qui a fait progresser tous les territoires sur l'entrepreneuriat pour tous. Cette personne, c'est Moussa Camara. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Tu es plus que jamais déterminé. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être déterminé, surtout quand on affronte l'entrepreneuriat. La détermination, c'est, je veux dire, c'est la caractéristique qui détermine chaque entrepreneur. On peut avoir envie, on peut avoir un super projet. S'il n'y a pas la détermination, quand ça devient dur, bah, finalement, on lâche prise. Et c'est vrai que la détermination, c'est comme dans le sport, hein, ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet d'être plus fort et le plus longtemps possible. Cette association est déterminée, en 2 mots. En 2 mots, l'association des déterminés, c'est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui est gratuit, qui dure 6 mois. On fait émerger des hommes et des femmes qui veulent entreprendre, peu importe le projet, peu importe le diplôme, le Ils niveau ont la de volonté départ. d'entreprendre. Le plus important pour nous, c'est cette volonté d'entreprendre, cette envie. Et derrière, aujourd'hui, ce que ça représente, les déterminés, c'est plus d'un millier de personnes accompagnées, plus de 700 boîtes créées. Aujourd'hui, on est dans plus de 22 territoires en France métropolitaine. Et l'objectif pour nous, c'est encore de développer, d'aller beaucoup plus loin. Le rôle des régions est important. Et le rôle de l'innovation au sein de ton association est fondamental. C'est hyper important parce qu'il y a l'innovation, il y a aussi, c'est un ancrage territorial. On a voulu penser comme ça le projet déterminé pour faire en sorte que, autant dans les quartiers populaires que dans les zones rurales ou dans les territoires périurbains, on arrive à impulser cette dynamique entrepreneuriale partout. Un jour, on m'a dit, Moussa, il va écrire. C'est là. C'est là. Et c'est beau. Déterminé, comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Ce livre est là pour donner la force, donner du courage à toutes celles et ceux qui pensent qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas forcément réussir dans notre pays. C'est aussi, il est là aussi pour raconter un parcours de déterminés, plusieurs parcours de déterminés dans ce livre. Il y a plusieurs entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire, qui racontent qu'ils sont partis de rien et finalement, grâce au projet entrepreneurial, il y a eu cette émancipation sociale, cette extraction sociale et derrière cette émancipation économique. Pour nous, c'est hyper important. Et ce que je raconte dans ce livre-là, il est là pour donner la force, l'envie, le courage, tous ceux qui se sentent bloqués par quelque chose. Bloqué. Un jour, tu m'avais dit, je rêve de rencontrer le président de la République parce qu'il a cette fibre de l'entrepreneuriat pour tous. Est-ce que tu te rappelles où je t'ai dit, prends l'avion, viens sur le Big Tour, on se retrouve dans le sud de la France, il sera là. Tu es venu, je crois qu'il y a une rencontre unique qui s'est faite à ce moment-là. Ouais, c'était il y a 3 ans, je crois, à peu près 3 ans, où tu m'as invité chaleureusement et du coup, on a eu un bon fit et on a eu des longues discussions après et du coup, voilà, il est très sensible et le lendemain de son élection présidentielle, la deuxième, le premier déplacement qu'il a fait, c'est chez nous avec les déterminés à Cergy-Pontoise. Et du coup, c'était mémorable parce que ça a pu aussi donner de la lumière à tous ces entrepreneurs qui, au quotidien, développent des projets fabuleux. Et du coup, voilà, il y a une dynamique qui s'est lancée. Aujourd'hui, on participe avec un programme, notamment BPI France, où on déploie l'entrepreneuriat partout en France. Et on a des gros objectifs. Et là, l'objectif, c'est d'accompagner plus de 10 000 entrepreneurs d'ici 2027. Alors souvent, il y a la peur de l'échec. Tu m'as déjà dit, moi j'ai beaucoup appris de mes échecs. T'as appris quoi? Ouais, il y a la peur de l'échec. C'est normal que quand on se lance dans un projet, on sort un peu de notre quotidien, qu'il y a ce risque-là qui existe et qui est présent. Mais l'échec doit être, voilà, on doit essayer de passer au-dessus de l'échec. Et l'échec, il doit être formateur. C'est-à-dire, pour la suite des projets, moi je sais que finalement, les gens qu'on accompagne, ils ne vont pas tous réussir. C'est de vendre du rêve, de dire que l'entrepreneuriat, c'est un levier de... Non, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est après avoir fait un parcours entrepreneurial, qu'on réussisse ou pas la boîte, à un moment donné, on a acquis de l'expérience, des compétences et aussi une manière de réfléchir sur les choses. Et c'est pour ça que pour moi, au-delà de l'échec, c'est cette capacité à prendre le risque de sortir et de faire quelque chose de nouveau qui, à la fin, peut avoir de l'échec, mais peut aussi avoir aussi de la réussite. Et du coup, c'est ça qui construit en fait le parcours d'un entrepreneur. Moi, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fait. Et je dis souvent, de là où je pars, tout ce qui m'arrive, j'ai rien à perdre finalement. Parce que si j'avais rien fait, peut-être que je ne serais pas là devant toi en train de te raconter mon histoire ou de parler de ce que je fais.
Et cette prise de risque m'a permis de faire des rencontres, de créer des projets, de permettre à 1 millier de personnes de créer des entreprises, de développer leur business. Certains, ça a bien marché, d'autres moins bien. Mais ceux qui marchent aujourd'hui, ça crée de l'emploi parce qu'ils ont plus de 200, 300 salariés. Et c'est 300 familles qui, aujourd'hui, vivent de ça. Et c'est un impact pour moi hyper important. Et je sais que le fait de bouger, ça fait bouger un peu les choses, même si on ne réussit pas tout. Et derrière, c'est l'emploi dans tout le territoire, c'est l'emploi des jeunes. Et justement, c'est le moment de nouvelle génération. Chose promise, chose due, c'est le moment de nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice, bonjour Moussa. Bonjour. Merci beaucoup pour ce super discours, honnête et puis voilà, merveilleux en tout cas. Moi j'avais une question, c'est les jeunes aujourd'hui sont en perpétuelle évolution, tout le temps, même en révolution à la limite. C'est quoi les tendances entrepreneuriales qu'on voit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on le voit qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale. Moi, je sais que quand j'ai créé ma première entreprise il y a à peu près 17 ans, il n'y avait pas tout ce qui se passe autour de l'entrepreneuriat. Et que c'est vrai que tous les jeunes ne voulaient pas forcément être entrepreneurs. Aujourd'hui, la tendance, elle a changé. Après la crise du Covid, on remarque qu'un jeune sur 2 va être entrepreneur. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des tendances qui sont différentes parce qu'ils ne veulent pas forcément tous être entrepreneurs pour créer une méga entreprise avec des milliers de salariés et faire des millions et des milliards de chiffres d'affaires. Parfois, ils veulent créer une entreprise pour inventer leur monde, changer un peu les choses qui, parfois, n'arrivent pas à bouger. Donc, c'est des projets autour du digital, c'est des projets à impact, c'est des projets autour aussi de comment on peut améliorer le climat. Nous, on voit de plus en plus de projets qui arrivent, que ce soit dans la food, que ce soit dans la création de vêtements, etc., avec une conscience plus sociale et environnementale. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'ils sont là et ces jeunes qui entreprennent aujourd'hui, c'est eux qui vont être le moteur du changement de nos sociétés de demain. Et c'est important de le dire. Et aussi, moi je le dis souvent, on est dans un pays comme en France, qui est un pays extraordinaire où il est magnifique d'entreprendre ici. C'est plus, moi j'ai voyagé aux US, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et le meilleur pays pour entreprendre, c'est la France, parce qu'il y a un filet social qui permet à ces jeunes de pouvoir prendre des risques et en même temps, sans se mettre en difficulté. Il y a des aides financières au départ. Il faut juste connaître, se faire accompagner, rentrer dans les réseaux et participer à tout ça. Et finalement, voilà, ils y arrivent plus ou moins très jeunes. Et c'est important. Et moi, je me rappelle, à mon époque, quand j'ai entrepris, il y a 17 ans, c'était pas loin, mais il n'y avait pas tous ces dispositifs qui encourageaient cette dynamique entrepreneuriale. Donc nous, notre mission à nous, c'est de pouvoir l'accompagner, de la pousser, de la promouvoir et de faire en sorte que ça soit aussi un levier d'émancipation pour notre jeunesse. Moussa, pour tous ces jeunes, Moussa, tu es un peu leur papa. Alors j'ai envie de te leur dire une chose, à toi, ne change pas. Merci beaucoup. Merci à toi, Patrice. Beaucoup de plaisir de recevoir Alain Thibault, CEO d'Agriodor. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es originaire de la Bourgogne. Exactement. Ouais, Et fier de l'être ? Oui, fier de l'être, une super région. J'ai découvert la nature quand j'étais jeune enfant et ça va peut-être expliquer pourquoi j'ai une nouvelle aventure dans le monde de l'agriculture. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des technologies et des solutions offertes par ton entreprise pour l'industrie agricole? Bien sûr, c'est une société Agriodor créée en 2019 qui est une profonde de deep tech et en fait on maîtrise les odeurs pour manipuler le comportement des insectes dans la nature. Incroyable. 70% des insectes au niveau mondial se déplacent à partir des odeurs et leur nez, c'est en fait des récepteurs olfactifs sur leurs antennes. Et donc, on a lancé à partir d'un brevet de l'INRAE toute une technologie. Et aujourd'hui, on est super fiers parce qu'on a attaqué le problème des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves, qui est un sujet assez polémique, politique et qui est européen, puisque les néonicotinoïdes ont été interdits et les betteraviers ont besoin de nouvelles solutions pour lutter contre le puceron vert qui amène un virus qui donne la jaunisse à la betterave et qui fait des énormes chutes de rendement. Et j'ai le plaisir de t'annoncer qu'on a la solution. En 3 ans, on a mis au point une solution, des odeurs qui perturbent le fonctionnement des pucerons, qui donc évitent l'arrivée du virus dans les betteraves et qui permet de préserver les rendements. C'est des odeurs qui sont mises dans des granulés, les granulés qui sont épandus dans les champs, et ça va être un super succès, et les betteraviers sont super contents.
content. J'avais eu le plaisir de te recevoir sur le Big Tour, à la Lande-les-Marches, si tu te rappelles, avec la venue du président de la République, Emmanuel Macron. Et tu as toujours été un homme de croissance. Et donc, en tant que CEO, quelles sont les opportunités aujourd'hui de croissance que tu envisages pour ton entreprise dans un avenir, j'ai envie de te dire, assez proche? Ouais, alors là, j'ai un mal fou à te répondre parce que, comme tu dis, je suis un homme de croissance et tous les jours, j'interdis à mes équipes de se défocuser de ce qu'on a à faire parce qu'on est en train de découvrir l'impact des odeurs et la manière dont les odeurs... J'entendais hier, il y a une invention scientifique, un nez électronique qui permet de détecter le cancer à partir de l'haleine des gens. Donc, on en est qu'au tout début de ces maîtrises de technologie et avec les odeurs, on peut stimuler les plantes, on pourra mettre des odeurs sur des engrais, on peut travailler les odeurs pour manipuler des mammifères, empêcher les oiseaux de venir manger les graines dans les champs, ce genre de choses. Donc on en est au tout début et dans notre plan de route, une fois qu'on aura prouvé dans l'agriculture, entre autres dans ces fichus champs de betteraves qu'on est capable de faire, il y a de grandes chances qu'on diversifie la société à partir de toutes ces techniques d'odeur qui peuvent exister. Et donc de la création d'emplois, on le voit aujourd'hui, l'IA fait peur aux gens. Mais en fait, ça va être source de création d'emplois. Bien sûr. Alors, on a un projet d'intelligence artificielle de ce point de vue-là, parce qu'on a accumulé pendant ces 5 dernières années énormément de data. Et notre obsession, elle est extrêmement significative, parce qu'on veut trouver des solutions le plus rapidement possible. Aujourd'hui, les molécules chimiques, par les grands des phytosanitaires, 10 à 12 ans. Traiter le problème de la betterave, 10 à 12 ans. Nous, en 3 ans, à partir d'une feuille blanche, on a trouvé le truc. Donc, avec l'IA, on veut, à partir de l'ensemble des datas qu'on peut disposer, trouver des solutions le plus rapidement possible et essayer d'arriver à atteindre 2 ans. Tel un homme de succès. Alors justement, parle-nous d'une réussite que tu as accomplie à la tête de ton entreprise et des leçons que tu en as tirées surtout. Ouais. Alors, je vais t'en donner deux. Une, c'est une très grande fierté, ma rencontre avec la créatrice qui s'appelle Aînée Lepic, une Estonienne qui sortait de ses laboratoires de l'INRAE, qui ne connaissait pas du tout le monde du business, mais qui avait une foi de dire « je veux tester ces fichues technologies d'odeur dans les champs, je ne sais pas trop comment faire ». J'ai eu le culot de mettre quelques billets sur la table pour tenter l'expérience et on voit le résultat au bout de 5 ans, c'est un succès. Le deuxième, et c'est la conséquence, c'est après avoir mis quelque argent sur la table pour lancer pendant 2 ans cette société, je suis très fier d'avoir réussi à convaincre des business angels de nous accompagner et on a bouclé une levée de fonds de 5 millions d'euros avec des très beaux fonds de la place en mars dernier et je pense que ce n'est pas la dernière levée de fonds pour arriver à conquérir le monde à partir de cette technologie. Levée de fonds, pour des levées de fonds aussi, il faut des talents dans l'entreprise. Pour toi, un talent, c'est quoi? Le talent, tu sais, c'est extrêmement simple pour moi. C'est un savoir-faire, un savoir-être et jouer l'esprit collectif. C'est vraiment fondamental. On voit des gens hyper talentueux, mais ils ne jouent pas le collectif. Et ça, une entreprise, à plus forte raison, une culture de start-up innovante et tout, elle peut pas l'accepter. Donc le collectif est vraiment clé. La force du collectif, c'est aussi ce qu'attendent les nouvelles générations. C'est justement le moment, l'instant, nouvelle génération. Alain, tu l'attendais cette question. Bonjour John. Bonjour Patrice, bonjour Alain. Bonjour John. Alors la question que j'ai à vous poser, c'est que la jeune génération et même tout le monde est de plus en plus intéressé et sensible au sujet de tout ce qui est culture naturelle. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes le top de ce qui se fait en bioculture? Oui, on a une chance qui est incroyable. Les jeunes cherchent du sens et donc la nature, l'environnement, c'est quelque chose de fondamental. Et quand on est une start-up, c'est toujours très difficile de recruter des super talents. Et là, on a plutôt abondance de talents qu'autre chose. On ne passe pas par des chasseurs de tête, par nous-mêmes. On arrive à recruter parce que le sujet intéresse, passionne les gens. Et on en tire la conclusion qu'on ne doit pas être si mal que ça pour eux, quoi, en termes de cibles. L'aventure, c'est la France. L'aventure, c'est également cette agriculture, telle que tu le veux. Merci infiniment, mon cher Alain. Merci Patrice, merci John. Merci beaucoup. Imaginez-vous, vous retrouvez quelqu'un, pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans après, mais presque plus. Vous le croisez dans une rue, et c'est une réalité. Il était étudiant, je le découvre comme président d'une très belle entreprise, Agora Manager Group. Je suis très heureux de t'avoir en face de moi, Michael Lejean. Et moi aussi, parce que là, je ne suis pas collé. Et ça me plaît bien. Parce que je rappelle que, en tant que surveillant, tu m'as beaucoup collé. Enfin, tu as suivi mes études de lycéen et pas d'étudiant.
Et en fait, j'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Alors, Agora Manager, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ce beau groupe? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Agora Manager Group, groupe qu'on a constitué avec Sébastien Guénard, on est 2 associés. C'est un groupe de networking et d'information B2B. Voilà. Créé en 2005, qui a maintenant à peu près 19 ans presque d'existence. Avec une mission principale? Bien sûr. La mission principale, l'ADN d'Agora Manager, c'était d'abord le réseau et de faire en sorte que des fonctions, des représentants de fonctions d'entreprise de plus de 500 salariés, entreprises publiques ou privées, puissent échanger tout au long de l'année pour mutualiser les compétences, sans être perturbés par des consultants ou des prestataires, donc ce qu'on appelle du harcèlement commercial. Donc vraiment de vivre tout au long de l'année des échanges extrêmement précieux pour eux et en fin de compte pour développer leur talent. Pour vivre régulièrement avec eux, chaque semaine dans les émissions, tu as des équipes qui portent de fortes valeurs, qui sont très impliquées, qui sont multitâches. Et quelles sont les valeurs que toi, tu promeus au sein de l'entreprise qui les motivent tous au quotidien en fait? Déjà, si on revient sur la partie du networking, du réseau, qu'on a créé donc, dès le démarrage en 2005, sur l'information, Agora Média notamment, a été créé en 2019, il y a un point commun, c'est ce que tu viens de dire, l'éthique. L'ensemble de nos collaboratrices et de nos collaborateurs ont un principe fondamental, c'est l'éthique. L'éthique entre eux et l'éthique vis-à-vis des fournisseurs ou des membres et des partenaires. Et ça se ressent dans tous les projets? Et ça se ressent dans tous les projets. La deuxième valeur aussi qu'on essaye vraiment de développer et qui est hyper importante, que tu as toi de manière merveilleuse, peut-être que tu me l'avais inculqué, mais bon, Sébastien aussi là bien sûr, c'est l'empathie, l'ouverture vers les autres. Et de dire que chaque rencontre va provoquer une quintessence, une émotion et une créativité derrière. Alors, dans ta vie, tu as connu des difficultés familiales, des succès familiaux aussi. Et puis, à un moment, tu as dû faire face à une décision difficile à prendre en tant que leader, en tant que chef d'entreprise. Comment tu as su gérer et réussir à transformer cette situation? Déjà, il y a une date qui est hyper importante qu'on a vécue avec Sébastien Guénard. C'est l'année 2020. Tu viens de dire des moments très douloureux, familiaux ou au niveau professionnel. J'ai eu les deux. Et heureusement que j'ai eu un associé, Sébastien Guénard, qui était là pour moi. Mais c'est l'année où je perds mon père, ma mère et mon oncle qui étaient comme mon père. Tout ça en 4 mois. Et en même temps, on fait face à mon père qui est mort du Covid. Et en même temps, on fait face à un mouvement incroyable, une révolution dans le monde professionnel. C'est-à-dire que les événements où on réunissait les gens n'existent plus. Il faut se transformer, changer, et tout ça avec ce tremblement de terre personnel que j'ai. Donc c'est vrai que grâce à l'ensemble de nos collaborateurs, mon associé, on a pu faire face à ça. Mais on a pu faire face à ça, c'est aussi parce qu'on a su anticiper dès le départ. On a anticipé avant la Covid, c'est-à-dire qu'on avait déjà transformé notre entreprise. Avec Sébastien, on avait décidé véritablement de développer l'idée du distanciel et donc de créer l'ensemble des plateaux télé, dont un sur lequel on est là actuellement, et de faire en sorte que les gens puissent s'exprimer en live avec d'autres personnes, et ça dans toute la France. Et ça, vous avez bien su gérer cette situation, non? Et grâce à ça, on a pu vraiment transformer et gérer cette situation. Mais on revient sur l'éthique et l'empathie qu'on a eue aussi avec nos fournisseurs ou nos partenaires ou nos membres. Ils nous ont soutenus dans ces épreuves-là. Ils ont été là pour nous. Ils n'ont pas changé un iota leur politique, justement, de mutualisation de compétences ou des politiques d'information ou de communication. Ils ont été présents avec nous. Mais parce qu'aussi, on avait donné des gages de sécurité, si je peux dire, pour les accompagner dans ce bouleversement incroyable, mondial d'ailleurs, qui a été inouï. Alors, j'insiste, hein, tu as des équipes de grande qualité et tu as recruté des talents. Et le talent, pour toi, qui se dégage des gens, c'est quoi? Il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. C'est l'adaptabilité, c'est l'empathie, la persévérance qui est importante, la curiosité, la générosité dans le travail et aussi une dose de fermeté. Je crois qu'un talent, il doit être aussi... il doit faire preuve de fermeté. Et fermeté, c'est un mot qui peut être dur, mais c'est essentiel. Parce que la fermeté, si on n'est pas ferme, quelque part, on ne fait pas
comment dirais-je, évoluer les autres. On ne peut pas être que gentil. La fermeté, c'est au contraire, c'est parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous, que ce soit des collaborateurs, des partenaires, des membres, etc., qu'on veut le meilleur d'eux-mêmes. Et il faut de temps en temps être ferme. Je pense que dans le talent, il ne faut pas oublier cette fermeté. Ce que tu m'as appris quand j'avais des heures de colle tous les samedis matins entre 7h et midi. Et donc, en fait, tu t'ouvres à ces nouvelles générations et c'est le moment, c'est l'instant. Nouvelle génération. Alors, la nouvelle génération, elle est là. Bonjour John. Bonjour Patrice. Bonjour Mickaël. Bonjour John. Mickaël, cela fait plus de 19 ans que tu es au cœur de tous les sujets d'actualité. Le sujet actuel du moment qui a peut-être le plus gros impact ou la plus grosse caisse de résonance, c'est lequel? Alors, avec Sébastien Guénard, on a, il faut le rappeler, à peu près 15 univers différents. Ça passe de la supply chain, en passant par l'expérience client, l'IT, la sécurité, l'environnement de travail, l'immobilier de bureau, la mobilité, je ne vais pas tous les citer, bien sûr les RH, finances, juridiques. Il arrive quelque chose, pas une révélation que je vais faire, c'est effectivement qui est transversale, c'est l'intelligence artificielle. Là, il y a des bouleversements. Le mauvais réflexe, c'est d'en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur, il faut l'accompagner, c'est comme ça arrive. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté de la part des dirigeants, des managers, de s'informer là-dessus et d'anticiper ces choses-là. Ils doivent être accompagnés par du média d'information, accompagnés par d'autres managers pour mutualiser les compétences, et puis certainement accompagnés par des entreprises qui sont spécialisées là-dessus. Un deuxième point aussi qui est majeur, crucial, qui est en ce moment, la cybersécurité. La cybersécurité touche tout le monde. Et c'est que ce soit la supply chain, que ce soit dans l'environnement de travail, la sécurité, l'IT, etc. Bien sûr, toutes les fonctions d'entreprise sont touchées à un moment donné par la cybersécurité. Et je dirais principalement en France, puisque les Françaises et les Français, quels qu'ils soient, ont une tendance à dire ça ne m'arrivera pas, ça arrivera aux autres. Il y a un peu une naïveté qu'on observe en disant oui, bon, c'est les autres, mais ça n'arrivera pas. Manque de peau, ça arrive dans les CHU, ça arrive dans des entreprises, de toute taille d'entreprise. C'est un élément fondamental. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'il n'y a pas assez d'informations. En tout cas, nous, nos médias, on en parle régulièrement, à tel point qu'on a un média qui s'appelle A-News Sécurité, qui va changer de nom pour s'appeler A-News Sécurité et Cyber. C'était décidé hier, donc, pour justement marquer le coup. La cyber, c'est un sujet qui est transversal autour de ça. Et enfin, le troisième point, pour moi, alors qui est plus particulier, qui touche pas toutes les fonctions, pas tous les managers, c'est en France notamment la supply chain. Je pense qu'on a une révolution qui a déjà commencé en France, mais on a un pays, on a un carrefour géographique tel que la supply chain est vraiment ce qui va créer les emplois de demain. Mais pour ça, il va falloir que les collectivités soient plus ouvertes, fassent preuve d'empathie, fassent preuve d'humilité et non pas d'arrogance en se disant que la supply chain n'est pas RSE, n'est pas environnementale, c'est des camions qui vont passer. C'est faux, ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça que la supply chain existe. C'est très compliqué aujourd'hui de créer des entrepôts logistiques, mais ça va être des sources d'emplois considérables. Et on sait qu'il y a 85% des emplois aujourd'hui dans la supply chain qui seront des nouveaux emplois de demain qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Et ça, pour moi, c'est les 3 points. Intelligence artificielle, cyber et la supply chain. Merci 1000 fois, Mickaël Lejar. Merci Patrice, merci John, c'était cool. C'était super.